de places au premier rang, donc n'hésitez pas à occuper les places du premier rang, qui ne sont pas réservées, je le précise. La pause déjeuner a-t-elle été bonne? Oui. Vous avez tous pris un café? Parce que comme d'habitude, vous savez, je relève les noms de ceux qui dorment. Que 14 heures, c'est la digestion. On va essayer de ne pas les endormir, vous avez raison. Vous avez raison, c'est un peu notre responsabilité. Ah, j'aimerais beaucoup. Donc une table ronde polémique à venir. Pour réveiller les gens. Il y a beaucoup de places devant. Descendez, descendez, venez nous retrouver. C'est la veste quand même. Ah non, vous l'avez en deux. Non, j'ai tombé la chemise. Ah, pas la chemise, on attend un peu. Hein. Allez, prenez place s'il vous plaît, on va ouvrir notre après-midi. Oui, les fan clubs sont là, sont devant. Vous avez préparé des chorégraphies pom-pom girl ou pas? Et on est toujours en compagnie de notre équipe Congrès Minute, David et Valérie. Vous avez vu, ils sont là pour vous filmer, caméraman et coordinatrice, prise vidéo et ils vont réaliser une vidéo rétro 2023 et un teaser 2024. Oh là là, ils sont très indisciplinés hein, cet après-midi. Vous avez bu trop de café depuis ce matin. Allez, on démarre notre après-midi avec la table ronde de l'après-midi qui sera suivie d'une pause qui sera suivie d'ateliers. Comme depuis le début de la matinée, réservez vos questions. On va avoir une heure de discussion avec les intervenants et puis ensuite vous pourrez les interagir avec eux. Bon, ben on y va. Allez, table ronde de cet après-midi, se fédérer pour mieux coopérer. Quels enjeux? Les structures territoriales de coordination et plus largement tous les acteurs de la santé n'agissent pas seuls. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Hein. Afin de mutualiser, de partager, de co-construire, d'être représentés et apporter de la lisibilité, ceux-ci se regroupent au sein de fédérations qui travaillent pour leurs membres, mais aussi entre elles pour favoriser l'articulation de tous les acteurs. Alors, qui sont-elles, ces fédérations? Comment agissent-elles? Quelles relations entretiennent-elles? Dans la séquence qui suit, on va mettre en avant le modèle fédéral URPS, FACS, FNEAD, CPTS, et on va insister sur le fait que cette coordination, c'est faire travailler les acteurs des différentes structures ensemble. Les fédérations travaillent ensemble, ça marche, et ça apporte quelque chose, contrairement à l'image qu'on peut avoir de la santé. Tous ces acteurs s'entendent quand même plutôt bien. Nos intervenants sont là, pour la plupart habitants d'Occitanie, mais on va essayer d'élargir le discours et pas s'en tenir à notre territoire. Oui, ce sont des fédérations, mais on va vous parler de ce qu'elles font, qui a des répercussions sur les pratiques du quotidien. Ah, ça va mieux. Je vous présente nos intervenants sans plus tarder. Marion Bru, Fax National. Laetitia Bernardou, représentante de la FNEAD, Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Nicolas Homer, représentant FCPTS, Michel Dutèche, président FECOP et représentant Avec Santé, et à ma droite Jean-Christophe Calme, représentant URPS. J'aimerais qu'on démarre et qu'on ouvre cette table ronde avec vous, Marion Bru. En tant que présidente de la FACS, comment est-ce que finalement vous qualifiez l'écosystème dans lequel vous évoluez aujourd'hui? Sans surprise, je dirais qu'il est perpétuellement en mouvement
et qu'il nécessite d'appréhender des nouveaux dispositifs, des nouveaux acronymes, et donc de penser à chaque fois la complémentarité des dispositifs entre eux, de voir comment notre dispositif s'intègre dans cet écosystème, avec la nécessité à chaque fois de s'adapter aux frontières des uns et des autres. Après, la chance qu'on a, c'est quand même d'avoir souvent un cadrage national qui laisse place au territoire, aux expériences. Et donc, on a tous la possibilité de calquer le cadrage national à notre territoire. Ce qui veut dire que quand je structure un DAC, je suis emprunt d'une histoire. Et donc, du coup, je vais respecter un territoire, des dispositifs, des expertises. Je vais avoir, par exemple, les soins palliatifs, on en parlera tout à l'heure, dans les équipes. Et donc, je vais être sur une couverture départementale, territoriale. Et donc, fonction de ça, ça complexifie quelque part la lisibilité, puisque je ne vais pas forcément retrouver le même dispositif avec les mêmes spécificités sur chaque territoire. Alors finalement, quelle est l'ambition des fédérations dans ce paysage ? Eh bien, les fédérations, elles ont un rôle essentiel et un rôle clé. Elles ont vraiment l'objectif de poser les complémentarités et les articulations. Elles permettent vraiment de mettre en lumière les retours d'expérience des territoires qui ont fonctionné. Il y a toujours des degrés de maturité différents, donc on va pouvoir calquer, donner les leviers de réussite, les difficultés éventuellement aussi qui ont été rencontrées pour pouvoir dupliquer au maximum les fonctionnements. Et si on prend la fédé que je représente aujourd'hui, on voit bien que les fédérations s'adaptent. Si on reprend l'essence de la FACS, c'était le travail de pair de la NCCLIC, l'UNR et le collectif des Mayas. Et j'en profite pour faire un clin d'œil et remercier la présence de Sandrine Simon, qui est présidente de la NCCLIC. Et puis, au fil du temps, les fédérations évoluent et se structurent. Et donc, l'évolution de l'unification des dispositifs et la question centrale des dispositifs d'expertise régionaux, DER, ou dispositifs spécifiques régionaux, ont aussi une place essentielle au sein de la fédération. Et ils se sont fédérés au sein des MOA. Et j'en profite pour saluer la présence de Stéphanie Willem, qui est donc présidente de la fédération de ces dispositifs régionaux qu'on appelle EMOA. Donc on voit bien que les fédés sont tout le temps en mouvement et que, fonction des besoins du territoire, elles vont évoluer et faire en sorte de pouvoir représenter l'intégralité des dispositifs. On vous entendra tout à l'heure, Marion, avec des compléments d'information. Je voudrais qu'on entende Laetitia Bernardou, donc présidente FNEAD. Marion parlait de la complémentarité des dispositifs. Alors, quelle complémentarité vous voyez-vous entre l'HAD et le DAC ? Alors, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas présidente, je suis déléguée régionale FNEAD et je suis aussi directrice d'un établissement d'HAD. Alors, effectivement, la complémentarité, c'est d'abord d'apprendre à se connaître, puisque c'est pour moi des activités nouvelles et en perpétuelle évolution de la part des établissements d'HAD, mais aussi la construction des dispositifs. Approchez-vous bien DAC. Du micro, merci. Et effectivement, nous, au sein de la fédération, on nous a proposé de faire partie de la gouvernance, justement pour apprendre à se connaître, co-construire et s'articuler avec le DAC sur les territoires. Est-ce que l'HAD peut faire appel au DAC ? Tout à fait. L'HAD peut faire appel au DAC, tout comme le DAC peut faire appel à l'HAD, puisqu'on n'est pas du tout sur le même type de prise en charge, puisque les établissements d'HAD sont effecteurs de soins. Donc c'est un service d'hospitalisation à domicile. Et on a même des exemples où des établissements d'HAD sont porteurs de DAC en Occitanie, et donc où ils arrivent même à mutualiser leurs ressources et du coup à libérer du temps de soins. Et Madame Lacourège pourra rebondir tout à l'heure puisqu'elle est présente dans la salle. Et justement, c'est un très bel exemple sur lequel on pourra s'inspirer. Justement, Marion, est-ce que vous partagez cette complémentarité HAD, DAC ? On en a longuement échangé et c'est vrai qu'on se disait qu'on était les deux dispositifs sur une vraie porte d'entrée effecteur avec d'un côté
enfin sur une porte d'entrée sanitaire, avec vraiment le côté effecteur pour l'HAD. Et après, on s'est pas mal entendu sur la définition de la complexité, en calquant l'idée que l'HAD intervient sur une complexité médicale, alors que le DAC est sur une complexité de la situation. Donc ça veut dire qu'après, il faut vraiment travailler les complémentarités et qu'effectivement, l'équipe de l'HAD peut faire appel au DAC pour l'environnement, les difficultés liées à les dents, etc. Avec aussi cette spécificité de se dire que vos équipes sont focus sur le patient. Et donc du coup, hormis sur les soins PAL, l'environnement est peu pris en considération. Jean-Christophe Calme, je l'ai dit, vous êtes représentant ERPS. Alors on parle de coordination des soins. Est-ce que pour vous, il existe plusieurs coordinations ? Oui, le soin, c'est le dialogue. C'est d'abord le dialogue du soignant avec son patient. Donc ça, c'est un dialogue qui est singulier. Mais aujourd'hui, on sait tous, en tout cas toutes les personnes qui sont ici, la plupart des soignants, qu'on ne peut plus soigner seul. Et donc le soin, c'est aussi se coordonner et se parler entre nous. Alors il y a donc plusieurs niveaux de dialogue en fait. Il y a le dialogue qui va se dérouler autour du patient, avec le patient, parce qu'il est important d'associer les patients aux démarches de soins. Et France Asso Santé notamment nous permet d'échanger régulièrement là-dessus. Et les associations de patients commencent à être très présentes dans les organisations que nous mettons en place. Et c'est important, parce que c'est encore une fois le dialogue qui permet de construire un meilleur soin. Donc le dialogue avec le patient dans la relation de soins, le dialogue avec les autres structures de soins. Alors les structures de soins, il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, et on peut s'amuser à faire un catalogue d'acronymes, hein, ESP, MSP, CPTS, DAG, SSR, EHPAD, enfin bon, ça n'arrête pas. Mais peut-être que justement, ce foisonnement d'acronymes fait qu'à la fin, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Et je crois qu'il est important de revenir sur qui fait quoi, parce que finalement, le fondement du soin, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et comment on organise tout ça. C'est pour ça que je fais cette différence entre ce qui se passe autour du patient, et c'est le rôle des équipes de soins de proximité, c'est le rôle des MSP, et puis des niveaux un peu supérieurs d'organisation qui sont plus trop dans le soin, mais dans l'organisation du soin. Et là, on rentre typiquement dans les missions des CPTS, dans les missions des DAC, dans les missions aussi qu'ont les supports à ces organismes, que sont notamment la HAD, mais aussi les hôpitaux, les cliniques, etc. Donc on voit que cet écosystème doit s'organiser comme ça. Un axe fort de soins primaires au niveau du patient, et ensuite donc on décale ces niveaux d'organisation en fonction des besoins sur les territoires. Parce que le maître mot de tout ça, c'est quand même le territoire. Les territoires sont tous différents, et donc les organisations de soins sont toutes différentes dans les territoires, et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter l'idée que, notamment les CPTS, mais aussi les DAC, soient un petit peu protéiformes dans leur mission. Il n'y a pas une région qui ressemble à une autre. Vous ne prenez pas en compte les problématiques de la même façon dans une banlieue comme le Mirail ou la Paillade à Montpellier et dans une campagne du Gers ou de la Lozère. Ce n'est pas du tout les mêmes choses. C'est pour ça que cette proximité, tout à l'heure on parlait d'une déclinaison nationale, hein, mais cette proximité elle est très importante. C'est pour ça que le soin primaire c'est absolument indispensable. Alors aujourd'hui on a des petits problèmes sur les soins primaires. Et on va voir comment ça tourne. Il faut absolument qu'on arrive à mieux s'organiser pour essayer de mieux prendre en charge les choses. C'est aussi un des combats qu'on a. Mais le maître mot de tout ça, c'est finalement le dialogue. En fait, le dialogue, il doit être permanent et à tous les niveaux. Il y a un dialogue des soignants avec leurs patients et il y a un dialogue des structures entre elles. Parce que si le médecin ou l'équipe de soins primaires ne discute pas avec la MSP ou ne discute pas avec la CPTS ou ne discute pas avec le DAC s'il y a besoin, on ne peut pas bien organiser les choses. Il faut donc qu'on retrouve une certaine cohérence et nous travaillons, nous, à cette cohérence. Vous l'avez dit à l'instant, il existe aujourd'hui pléthore de structures et tout autant d'acronymes auxquels on ne comprend pas grand-chose, en tous les cas le KIDAM peut-être. Est-ce que vous diriez que ces différentes structures aujourd'hui, pour autant, elles favorisent véritablement l'accès aux soins ? C'est une question intéressante. Est-ce que la structuration de l'offre de soins sur les territoires va permettre d'améliorer l'accès aux soins ? Je vais avoir une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en fait, la structuration des soins ne permettra pas de compenser la pénurie de soignants totalement. Et il faut que nous attendions tous à des périodes difficiles pour les 10 ans qui viennent. Ça va aller de mieux en mieux et la structuration des soins va permettre d'atténuer le choc démographique que nous subissons. Je vous rappelle que ce choc, il est à la fois du côté des soignants. On sait qu'il y a moins de médecins, mais on sait moins que beaucoup d'infirmières arrêtent leur carrière, qu'on manque encore de kinésithérapeutes, etc. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc la structuration des soins, par tout ce que nous mettons en place, va permettre d'atténuer
sur les territoires ce choc démographique lié à cette pénurie de soignants, mais aussi ce choc démographique lié au vieillissement de la population. Donc on va vers quelque chose qui va être assez difficile à franchir, mais je pense que justement le dialogue dont je parle va nous permettre d'affronter ça mieux que nous ne l'aurions fait si nous n'avions pas développé toutes ces formes de coordination. Michel Dutèche, donc je l'ai dit, président FECOP, représentant Avec Santé. On parle de transversalité. Quelle place pour les territoires et l'histoire? Alors, avant, simplement présenter Avec, peut-être. Hein, oui, un mot sur Avec, oui, tout à fait. Avec Santé est la fédération des fédérations régionales de l'exercice coordonné pluriprofessionnel. On s'est créé en 2008, après une longue période de gestation. 2008, première MSP en France. Aujourd'hui, on est en un peu plus de 2200, je crois, ou 2300. Je n'ai pas les chiffres exacts. Voilà. Et donc, il y a 13 fédés régionales, dont la FECOP, qui est la fédé Occitanie de l'exercice coordonné pluriprofessionnel. Oui, alors, les transversalités, c'est quand tu m'avais questionné, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, j'ai parlé transversalité. En fait, c'est un peu... On va probablement se compléter les uns les autres autour de ce débat. La transversalité, c'est comprendre l'autre, c'est travailler avec l'autre et c'est de travailler d'un endroit précis. Alors nous, c'est le terrain de l'exercice pluripro, libéral et coordonné. Donc quand Jean-Christophe parlait de coordination, effectivement, il faut un S et probablement plusieurs, parce qu'il y a plusieurs niveaux de coordination. Donc transversalité, c'est la volonté de transformer, de se coltiner la transformation du système de santé, y compris de sa formation initiale, y compris de sa formation continue, y compris en s'ouvrant avec le monde du médico-social et du social, de la recherche, de l'évaluation, et bien sûr, je crois aujourd'hui que le virage a basculé avec les usagers. Ce n'est pas pour les usagers, ce n'est pas autour des usagers, c'est avec les usagers. Il faudra que les citoyens se mobilisent autour d'associations comme France Asso Santé pour se retrousser les manches et venir travailler avec nous pour que le système soit plus efficace. Et effectivement, comme le disait Jean-Christophe, on ne peut envisager autrement que la prise en charge de nos 18 ou 20 millions de patients porteurs de problématiques complexes et chroniques médicaux, psycho, sociaux, culturels. Ça, je l'ai fait, hein, médicaux, psycho, sociaux, culturels. Il doit y en avoir d'autres de genre, voilà. Mais enfin, il y a tout, quoi. L'idée, c'est qu'on ne peut pas prétendre être tous dans cette capacité, mais qu'on peut le faire ensemble. Et les intervenants de ce matin sur les 0,5, là, moi j'ai beaucoup été marqué par ça, les inégalités sociales en santé. Effectivement, le 0,5 des Belges, il faudra aussi qu'on l'invente. Et je pense que les appuis à la coordination comme le DAC vont pouvoir nous permettre de travailler sur le 0,5. Michel Dutèche, en quoi, de votre point de vue, le médecin a-t-il besoin du DAC aujourd'hui? Alors, je suis médecin, mais moi j'ai besoin de plein de choses. Hein. Moi, j'ai besoin d'un secrétariat, j'ai besoin de collègues, j'ai besoin de collègues divers et variés, j'ai besoin de beaucoup de travailleurs sociaux, j'ai besoin de beaucoup de partenariats, CPTS, contrats locaux de santé, essentiels. J'ai besoin de beaucoup de choses. Et le DAC, effectivement, l'autre jour, j'ai rencontré l'assurance maladie d'un département que je nommerai pas, où on m'a dit, votre CPTS, elle a 2 ans et 4 mois, elle est aguerrie. Non. On bosse comme des malades, beaucoup de bénévolat, mais on n'est pas aguerri. On essaie de créer des choses et le DAC, on va co-construire un partenariat en lui disant, tu vas tout coordonner parce que nous, on ne sait pas. Donc là, le DAC va retrousser ses manches et dire, non, nous, on est les appuis à la coordination et il va falloir que des structures des associations, des fédérations qui ne travaillent pas habituellement ensemble,
se mettent à travailler ensemble, un peu comme le disait Jean-Christophe, à la carte. Et donc, transversalité, DAC, c'est le terrain, c'est les terrains, c'est les diversités des terrains qui vont générer le recours à cette filière, à cette transversalité qui sera probablement à la fois à la demande et à la fois analysée sur le plan générique pour qu'on puisse en tirer la substance physique moelle et des meilleures prises en charge au quotidien des patients en situation de complexité. Marion, comment est-ce que le DAC aujourd'hui intervient dans l'approche parcours ? Ah, il faut ouvrir là. Allez, je vais m'en sortir quand même. Oui, super, voilà. Et ben, tout simple, enfin, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. C'est vraiment l'approche parcours. On sort de la culture de j'accompagne jusqu'à déménagement, d'essai en entrée en institution pour arriver sur un instant T du parcours, se fixer des objectifs et ensuite travailler en lien avec l'équipe de soins et savoir se retirer techniquement quand les objectifs sont atteints. Alors je ne dis pas qu'on atteint les objectifs rapidement pour toutes les situations, mais c'est l'objectif vraiment qu'on se fixe, l'objectif étant in fine d'avoir des flux entrées et sorties et des liens avec l'équipe de soins et d'être vraiment positionné comme le liant sur les situations sur lesquelles on intervient. Nicolas Omer, on ne vous a pas encore entendu, représentant FCPTS. Les CPTS, donc on l'a compris, nouvel acronyme au cœur des politiques publiques. Quels sont les enjeux pour les fédérations ? Alors, je vais reprendre juste un petit peu d'histoire, effectivement, pour sortir des acronymes, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi on est tous autour de la table et redire d'une façon peut-être un peu différente, mais les politiques cherchent à résoudre des problèmes, c'est pour ça qu'on les élit régulièrement. Effectivement, Ahmed Droite, la FNEAD, la HAD a été instaurée pour le virage ambulatoire à l'époque, et au fil de la mutation de nos patients, qui vieillissent, qui ont plus de morbidité, de la sociologie des professionnels de santé qui évoluent, les politiques essaient de résoudre des problèmes, et donc à chaque ministre de la Santé, gouvernement, essaie de créer de nouvelles organisations avec effectivement des acronymes. Donc l'HAD, virage ambulatoire, c'était hospitalier, puis on se dit tiens, on va résoudre des problèmes complexes en effection de soins au domicile. Puis ensuite, Michel l'a redit, la création des MSP, on va travailler mieux ensemble, les professionnels de santé, pluripro, et on va essayer d'amener de nouvelles solutions pour une population qui aussi change, avec une organisation où les patients deviennent partie prenante et pas seulement effectivement souscripteurs de soins. Marisol Touraine en 2016 inscrit la loi des CPTS, où on vient sur cette fois quelque chose qui est plus une prise en charge populationnelle pour organiser, coordonner des soins sur des structures plus larges qu'à l'échelle d'une population ou d'une patientèle. Et donc, on vient résoudre d'autres problèmes avec des missions que vous connaissez, le médecin traitant, les soins non programmés. Et on essaie, dans un nouveau paysage, ensuite d'assembler des organisations que Marion a redit pour créer, justement, ensuite, hiérarchiquement, on va dire des DAC à une échelle départementale pour nous aider. Nous, alors moi je suis médecin semi-rural, on a plein de collègues professionnels de santé, donc nous au quotidien, nous donner des solutions sur des cas complexes. On peut effectivement les résoudre comme on peut, et puis quand on est dans l'impasse, on est content, on avait nos Mayas, on avait d'autres, et puis là de pouvoir avoir un DAC qui va pouvoir souscrire à cette problématique. Donc ce petit retour en arrière, simplement pour dire chacun a sa place logique, et j'ai l'impression, en tout cas, moi je suis médecin depuis 20 ans, qu'on travaille tous main dans la main avec l'ensemble de ces organisations qui ont été créées successivement, et pas de façon empilée verticalement, mais vraiment hiérarchisée, organisée, et qu'on arrive à travailler. Et je redis ce qu'a dit effectivement Laetitia. À mon conseil d'administration de ma CPTS, il y a le directeur du DAC 31 et je siège à son conseil d'administration
parce qu'on ne peut pas travailler ensemble sans se connaître, sans se voir, se comprendre, tiens, qui fait quoi, comment. Et ça, je crois que c'est important. Et effectivement, c'est Jean-Christophe qui a redit que l'unité, on est là pour travailler ensuite sur l'unité du patient, du professionnel de santé, et bien passe avant tout par une discussion, un colloque singulier. Et ça, je crois que c'est très très important. Du coup, on peut peut-être rebondir sur les attentes des fédérations et voir comment les uns et les autres vous vous coordonnez. Alors, on a repris ensemble, on va dire, l'échelon d'effection de soins, que ce soit sur un échelon de maison de santé, d'une patientèle, d'un échelon de CPTS, d'un échelon départemental. Et puis, effectivement, ici, moi, je représente, par exemple, la Fédération nationale des CPTS. Et effectivement, on se côtoie avec le bureau national d'Avec Santé, avec le bureau national du DAC, parce que les enjeux sont bien sûr complètement différents. Là, on se voit à Paris, on vient négocier avec nos tutelles, et effectivement, l'objectif, et on a commencé à en parler les uns les autres, c'est de se dire que plus on travaille en meute et en serrant les rangs, et plus on obtient. Et mieux on obtient de nos organismes de tutelle. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de fort qui doit pouvoir être vu à horizon 2023 et 2024, de pouvoir structurer nos organisations. Ça vient d'être dit, le DAC, c'est quand même... Enfin, les DAC, il y en a encore qui sont encore en construction, donc tout ça est un petit peu naissant, mais ça veut dire qu'avec une future présidente très vive, active, tout ça va être accéléré sur le 2023 et qu'en 2024, c'est une évidence que l'on va pouvoir structurer. On a commencé avec la FNEAD, la Fédération nationale de l'HAD, à structurer des partenariats. Eh bien, on va pouvoir le faire dans nos organisations nationales à un niveau qui nous permettra, encore une fois, de mieux discuter avec nos tutelles. Au milieu de ces niveaux... Oui, Marion, pardon, allez-y. C'est vrai que c'est un peu exactement le même schéma que sur nos dispositifs. Quand on arrive et qu'on structure une fédé, déjà il faut créer du lien entre les partenaires, développer une culture commune, avoir une vision globale de qui en est où, qui travaille sur quoi et qui fait quoi. Et ensuite, c'est toujours cette notion d'écosystème. Donc du coup, si on prend le lien avec l'HAD, c'est important de pouvoir connaître un peu les critères à partir desquels on peut orienter vers l'HAD. Donc c'est encore une fois cette culture commune. Et l'idée, ça va pouvoir être de s'engager sur des écrits. Les fédés n'ont vraiment pas vocation à être prescriptives. Elles sont vraiment là pour relater les expériences réussies et abouties sur les territoires et en extraire les leviers. Et c'est vraiment communiquer dans le même sens. Et on se le disait en préparant cette table ronde, il y a pléthore d'expériences, de réalités territoriales, et très souvent il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Ça communique très vite sur ces expériences-là. Et le rôle des fédés, c'est vraiment de pouvoir ramener du lien sur les articulations réussies, les projets sur lesquels les dispositifs travaillent ensemble, et c'est la clé de voûte. Donc là, l'ambition, elle est vraiment de pouvoir poser quelle est l'articulation entre un DAC et une CPTS, quelle est l'articulation entre le DAC et l'HAD, et de pouvoir formaliser des écrits qui seront enrichis par l'ensemble des adhérents. Je vous vois opiner du chef, Laetitia. Je suis tout à fait d'accord, je partage tout ce qui est dit. Michel Ditech. Voilà. Oui, sur la dynamique, sur la transformation, moi je voudrais rappeler quand même que les MSP, c'est pas sorti d'une décision gouvernementale. C'est les professionnels de santé libéraux qui ont initié ce process il y a fort longtemps, et l'évidence a fait qu'il a fallu légiférer et organiser. Je crois que l'exemple de la MSP, ça se retrouve dans toutes les autres structures qui n'ont pas la même origine militante. Je parle des DAC, des CPTS, des différentes fédérations nationales, qu'elles soient d'origine hospitalière et puis qui sont devenues associatives, etc. Je crois que il faut que dans ces structures-là, au-delà du cadre réglementaire, il faut s'approprier la substance de l'intérêt qu'on a de bosser ensemble. C'est-à-dire que si ce n'est pas les acteurs
des DAC, des CPTS, des MSP, des hospitalisations à domicile, des structures diverses et variées qui ne bougent pas, ne sont pas force de proposition, il est clair qu'on va vers une sorte de caricature d'une organisation pyramidale. Il est clair aussi, et donc j'avais promis à notre directeur de l'ARS de faire une petite incise sur l'ARS. L'ARS, elle a été quand même particulièrement sabrée au moment de la fusion des régions, et on voit bien avec le challenge qu'on a de transformation du système de santé, si elle repose sur un personnel aussi compétent soit-il, mais qui est peu nombreux, on a une sorte d'éloignement du terrain de l'ARS qui est pas lié à de la mauvaise volonté, mais qui est à l'incapacité à suivre la transformation. Et je crois qu'un des éléments forts, c'est que aussi bien l'assurance maladie que l'ARS doivent comprendre ce qui se passe sur le terrain dans l'intimité du fonctionnement pour pouvoir après développer un partenariat riche. Je crois que là, aujourd'hui, on est dans une difficulté où on nous dit transformez-vous, on ne rajoutera pas un rond, et transformez-vous, on n'a pas des interlocuteurs suffisamment nombreux, ni cortiqués, ni expérimentés sur le terrain pour pouvoir accompagner cette transformation. Donc oui, il faut aller vers la transversalité, oui, il faut prendre l'initiative à notre niveau, chacun d'entre nous, de prendre l'initiative de produire de la substance, de la compétence, de la qualité au service du bien commun. Jean-Christophe Calme, je vous vois noter, ce ne sont pas des recettes de cuisine. Hein. Quoique, allez-y, on vous passe le micro. Merci. Oui, Michel, merci pour ce rappel de l'origine des MSP. L'origine des CPTS, en fait, c'est un peu finalement la même si les CPTS ont été fixés dans le marbre de la loi Touraine à l'époque. Les CPTS sont nés de militants, en fait, c'est-à-dire de gens qui se sont dit à un moment donné, on ne peut plus soigner tout seul, il faut que le modèle change et on va se regrouper pour mieux soigner. Et on retrouve souvent d'ailleurs les mêmes personnes à l'origine des deux thématiques, parce que l'enjeu, c'est bien de mieux soigner. Et donc, toujours dans l'enjeu, puisqu'on reste décidément dans les enjeux, on a beaucoup d'enjeux en fait sur ces sujets-là. L'enjeu dans les territoires, c'est quoi? Ça va être d'embarquer tout le monde dans cette dynamique du soin coordonné, parce que certains ne sont pas encore du tout convaincus de l'intérêt de la chose. Et donc, il faut redonner de l'intérêt il faut montrer tout l'intérêt de la chose. Et les territoires qui marchent bien en ce moment, que ce soit d'ailleurs des MSP, des CPTS, voire des DAC, ce sont des territoires où des gens ont su montrer tout l'intérêt de la coordination. Et au chapitre de tous ces gens-là, moi je tiens à souligner l'importance des coordinateurs, je pense qu'il y en a pas mal dans la salle. Très souvent, au-delà des soignants, l'âme d'une CPTS, l'âme d'une MSP, et Michel ne dira pas le contraire, c'est le coordinateur. C'est un métier compliqué, la coordination. Hein. Ça demande des compétences qui sont variées, ça demande beaucoup de compétences humaines. Il faut pour la MSP avoir des compétences pour animer les équipes et faire s'entendre les gens sur le territoire. Et il faut pour la CPTS des gens qui soient capables à la fois d'animer les équipes et puis de gérer des choses très complexes que sont les liens avec les structures, les liens avec la HAD, les liens avec les EHPAD, les liens avec les politiques, l'animation des CLS, la réponse aux appels d'offres. Tout ça, ça nécessite quand même des compétences qu'ils doivent s'acquérir au travers de formations dédiées ou par l'expérience, hein, parfois les deux. Mais c'est très important la coordination. Et je crois que bien choisir son coordinateur pour des soignants, c'est s'assurer du succès. Et avoir des coordinateurs bien formés, c'est quand même très très utile pour l'avenir de la coordination. Ben justement, c'est transition toute trouvée. Merci beaucoup Jean-Christophe. Vers Michel Dutèche, parce que la question que j'ai envie de vous poser, c'est au milieu de ces nouveaux dispositifs, il y a aussi de nouveaux métiers. Michel Dutèche. Oui, il est clair que plusieurs associations, fédérations portent la formation des coordonnateurs en MSP ou en CPTS, et on voit bien que
pour que ça marche, il faut que les gens soient bien formés. Il faut aussi que les professionnels comprennent à quoi servent une coordinatrice ou un coordinateur. Le plus souvent, c'est une coordinatrice. Et j'avoue que celles qui sont sur le terrain ont beaucoup de courage et de motivation. Et je crois qu'il faut leur rendre hommage en espérant que rapidement... Non, mais je suis pas en campagne là, mais en fait, je pense qu'on va travailler sur un conventionnement pour que c'est quelque chose qui est en mouvement pour que, aussi bien au niveau des CPTS que des MSP, les coordinatrices en particulier aient un statut et une convention digne de ce nom. Voilà, ça c'est clair. Mais bon, c'est une évidence pour tout le monde. Je crois qu'il y a... Oui, presque pour tout le monde, d'accord. Bon, bon, pour tous ceux qui sont ici, alors voilà, on va dire ça. Donc, il y a le médiateur en santé, il y a l'assistant médical qui a été porté, initié par des militants de longue date de la qualité de la prestation à l'usager, aux patients. Et je crois qu'il faudra aussi bien les former. Parce que là aussi, la formation... C'est un sujet un peu touchy parce qu'il ne suffit pas d'avoir un agrément pour former des assistants médicaux pour que d'un seul coup, on puisse former des assistants médicaux qui soient capables de travailler en pluripro, etc. Donc là aussi, on est face à des rigidités et c'est le terrain qui peut faire bouger les choses. Enfin, je ferai un peu mon ancienne de la chose. Heureusement que la centralité est attentive et bienveillante, mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'elle décide là aussi un changement de paradigme. Marion, Nicolas, Laetitia, vous rebondissez, réagissez quand vous en avez envie. Oui, justement, ça sert à ça des fédés, en fait. Voilà, c'est aller repérer des initiatives sur le terrain, pouvoir mutualiser et communiquer. C'est vachement important. Nicolas, Marion, oui, un complément ? Oui, sur la formation, on est tous d'accord. Effectivement, sur les nouveaux métiers, il y a des formations qui existaient, qu'on est obligé d'améliorer. Chaque région commence à s'emparer de formation. Donc à un moment donné, il faut aussi que nos fédérations nationales s'emparent de ce sujet. Il est à l'ordre du jour fin 2023 déjà. Effectivement, de pouvoir harmoniser et de dire qu'effectivement, il y a des petites subtilités de formation entre un coordinateur de MSP, de CPTS, un travail en DAC, tout ça, effectivement, il y a peut-être un tronc commun, mais effectivement, tout ça doit être promu parce que ça nécessite un petit peu d'argent, d'organisation, de ne pas envoyer effectivement nos coordinateurs et coordinatrices à l'autre bout de la France se faire former, donc d'avoir aussi des formations régionalisantes avec des spécificités, je crois que c'est important aussi. Donc tout ça, effectivement, est en train d'être mis en place au sein des fédérations, pour ensuite aller chercher des financements spécifiques auprès de nos tutelles. Marion, Jean-Christophe, un complément ? Je valide totalement, et c'est clair que la clé de voûte, c'est la formation. On parle de culture commune, c'est bien par le biais de la formation qu'on peut poser les bases solides du déploiement des dispositifs. Merci. Juste un mot sur les structures, justement, parce que c'est important. C'est vrai que les structures nationales sont très importantes parce qu'elles recueillent, elles fédèrent, elles ont les retours d'expérience et on voit un peu ce qui se passe. Mais le dialogue permanent, au début je parlais beaucoup du dialogue et j'insiste là-dessus, entre le national et le territoire, avec les allers-retours nécessaires, et de la même façon le dialogue entre les tutelles et les équipes sur le terrain, c'est extrêmement important. Il faut que ce dialogue soit bilatéral, et permanent, pour qu'on arrive à avancer plus vite. Si on ne dialogue pas, on n'avance plus, très, très, très clairement. Allez, je me tourne vers la salle pour vous donner la parole. L'idée, c'est d'interagir avec les intervenants de cette session de début d'après-midi. Je vous sens un petit peu éteint, là, non ? Je me trompe ? Ouais, je le sens, moins d'énergie que ce matin. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, parce que bonjour à tous, Abderrahim Amoukadour, directeur départemental, agence régionale de santé. Et évidemment, docteur Dutèche, je ne pouvais pas ne pas répondre, mais plus sérieusement. Alors, approchez bien le micro. Oui, depuis ce matin, on a entendu un certain nombre de choses, vraiment à l'image de l'évolution de notre système de santé. Et encore merci pour ce que vous faites au quotidien. Encore une fois, le système de santé, c'est vous, avant tout type d'instrument juridique. Mais je voudrais aussi qu'on garde à l'esprit ce qui nous rassemble aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un pays où on aime beaucoup
Les conflits d'idées, c'est bien normal, et les oppositions parfois quelque peu futiles, mais pas réellement productives en termes de réalité du quotidien. Ce matin, un intervenant a parlé du système décentralisé et de ses vertus par rapport au système déconcentré. Là aussi, je pense qu'on n'est plus à ce niveau où on peut se permettre des débats théoriques qui ne produisent pas finalement des faits pour nos concitoyens. Le sujet n'est pas de savoir si la santé doit être décentralisée ou déconcentrée. Le sujet est de savoir de quelle santé nous souhaitons dans les territoires et comment on fait tous ensemble. Chaque pays a ses origines, chaque pays a ses histoires, chaque profession que vous êtes a ses origines, ses histoires. Et l'idée, ce n'est pas du tout de se dire demain, il y aura un jour 2 où on fera table rase de tout ce qui existait, qui apportera finalement la solution à tous les maux que nous identifions. Je pense qu'il faut se garder en fait de ces références quelque peu simplistes. Le sujet aujourd'hui, il est très simple. On voit, et ça a été manifestement remarquablement présenté ce matin, que notre système de santé n'est pas un système intégré de santé. Et je pense que l'enjeu, il est là. Certains pays, parce que c'est leur héritage historique, sont des systèmes intégrés de santé. La collectivité qui finance et la collectivité qui prend en charge et la collectivité en fait qui fait le droit sur le système de santé. Nous, ce n'est pas le cas. On est un État très heureux, universaliste. On est un État qui a construit son système de santé sur la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est ce qui permet, par exemple, de ne pas avoir de franchise par rapport à d'autres pays. La sécurité sociale, c'est bâti à partir d'un risque, qui est le risque maladie. Et on a pensé la santé, avant tout, comme une réponse à ce risque. On voit bien que depuis une vingtaine d'années, cette conception est quelque peu dépassée, puisque la santé aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'acte technique, ce n'est pas de l'orthopédie, ce n'est pas un aller atypique vers son professionnel de santé, mais c'est plutôt un aller régulier vers des professionnels de santé variés, puisqu'on est dans des maladies chroniques. Et cet état populationnel prend un peu de cours le pays que nous sommes, qui s'est construit sur la sécurité sociale. Donc comment on fait tous ensemble? L'idée de ne pas savoir qui a été à l'initiative de quoi, l'idée de savoir comment des initiatives qui existent dans le territoire peuvent à un moment donné émerger et faire sens pour le reste du territoire. Puisque, vous l'avez rappelé tous, ce qui fait en fait la qualité de ce système de santé, parce qu'il faut encore se féliciter, on reste un pays où on soigne bien et on soigne très bien. La preuve, beaucoup de pays dans le monde nous l'envient. Ce qui fait en fait la qualité de ce système de santé, c'est avant tout la mobilisation des professionnels de santé autour de l'intérêt du patient. Autour de l'intérêt du patient. Et cette mobilisation, elle est parfois facile, cette mobilisation, elle est parfois très compliquée, parce que les acteurs que vous êtes, à force de répondre et de bricoler, comme le disait notre ami belge, pour trouver des situations dans l'intérêt de votre patient, vous avez tellement bricolé que le bricolage finit par être complètement incompréhensible aux professionnels de santé que vous êtes. Et donc on parle de coordination. Mais cette coordination, finalement, et en tout cas, moi, c'est pour ça que je suis là, demain, dans le concret de votre quotidien et demain dans la transformation de notre système de santé, comment cette coordination peut être intelligible pour vous, c'est très bien. Comment elle peut l'être pour les patients, puisque si on se coordonne entre nous, parce que ce qui m'inquiète, M. Dutèche, c'est pas tellement de savoir si on parle le même langage entre professionnels de santé et tutelle, on parle le même langage. Ce qui m'inquiète, c'est demain, quand on aura réussi la première étage de la fusée, de coordonner les acteurs de notre système de santé, comment cette coordination sera intelligible vis-à-vis des patients. Et là, il y a un autre sujet qui a été évoqué ce matin, je crois, par quelqu'un d'entre vous, de cette fameuse inter- et intra-sectorialité. Et cette coordination, ce n'est pas tellement, à mon avis, l'enjeu que nous avons collectivement, il n'est pas au sein du système de santé. Puisque quand il y a des bonnes idées, elles progressent. Probablement qu'il y a des enjeux de financement, de négociation, mais c'est le propre de chaque État démocratique. Et c'est pour ça qu'il y a un Parlement, c'est pour ça qu'il y a de l'attention, c'est pour ça qu'il y a des propositions politiques en fait, sur le financement de la santé, sur l'évolution de la santé. L'enjeu, il est demain sur des populations de plus en plus âgées, de moins en moins mobiles, sur des territoires avec de moins en moins d'offres de santé. Comment faire santé avec moins d'acteurs du système de santé? Et donc cette coordination, demain, elle passera nécessairement par un angle mort aujourd'hui du système de santé, que sont les acteurs en dehors du système de santé. Et là, c'est l'enjeu collectif que nous avons. Et si on ne l'intègre pas dès maintenant, je pense, mais c'est parce que c'est notre passion commune pour le rugby, M. Dutel, je pense que la castagne, aussi utile qu'elle soit, très honnêtement, passera à côté du cœur du sujet, qui est comment permettre toujours d'avoir de la santé dans l'intérêt du patient.
d'avoir de la santé dans l'intérêt du patient. Voilà. Alors, Michel. Oui, pour la castagne, je valide. Je valide. L'objectif, c'est de respecter l'adversaire, mais de savoir qu'il faut faire avancer le ballon dans le bon sens. On est d'accord, on a les mêmes pratiques, même si c'est une histoire ancienne. Moi, votre intervention, comme d'habitude, moi, j'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Je crois que moi, c'est pas une question de légitimité historique que je défends. Moi, je m'en tape de cette histoire. Je préférerais avoir 35 ans aujourd'hui et ne pas avoir derrière tout ce que j'ai fait, parce que je sens que ce qu'on est en train de vivre, c'est assez exceptionnel. Il faut comprendre qu'on est dans une démocratie, qu'il y a des rapports de force, qu'il y a de la sauvagerie sous-jacente. C'est le lot des pays, de notre pays comme de celui des autres. On a vu les Belges, on a vu les Suisses, moi je suis allé voir les Québécois, c'est pareil, ils ont des problématiques et ils inventent, donc ça vaut le coup d'aller voir chez eux et d'apprendre d'eux, et surtout ils sont très intéressés pour comprendre ce qu'on arrive à faire. Mais moi je crois très fort au partenariat, et aujourd'hui il y a une sorte de blocage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, entre l'effervescence du terrain et la réponse de l'institution. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça en disant ils ne sont pas bons. J'ai donné une explication qui est incontournable. Hein. On a fusionné les ARS, on n'a pas donné des moyens en disant on fait plus de 1000 feuilles qui va avec des personnels en plus. Que dalle. Moi, quand j'étais jeune médecin, il y avait 1 million de patients porteurs de pathologies chroniques. Quand j'ai commencé, entre 500 000 et 1 million, on en est à 20 millions. Donc il faudra bien que, vis-à-vis de la complexité, les gens puissent faire correctement leur boulot avec la transversalité, les coordinations nécessaires. Donc voilà, et c'est là où on a notre mot à jouer, parce que c'est en se mobilisant et en travaillant ensemble qu'on fait bouger le schmilblick. Parce qu'à l'évidence, ce qui marche paye. Et on voit bien les risques de marchandisation qui vont se péter la gueule d'elles-mêmes, parce que quand la poule aux œufs d'or ne sera pas au rendez-vous, eh ben, ils vont le laisser tomber, comme bien d'autres histoires. Et quand il y a des trous dans le fromage, eh ben, il y a des gens qui viennent le combler. Voilà. Marion. Alors moi, je préfère transformer l'essai à la castagne, mais bon, c'est juste une conception. Vous avez associé coordination à bricolage. Je préfère vraiment la notion d'innovation, c'est-à-dire que vraiment, et vous l'avez pointé, cette nécessité de rendre la coordination intelligible, ça passe par le qui fait quoi et comment on utilise à bon escient la ressource. Et je pense que l'ambition qu'on a collectivement, c'est de rendre visible cette ressource pour qu'elle soit utilisée à bon escient, plus qu'aujourd'hui, parce que tout est tendu et qu'on a des difficultés à trouver la bonne ressource. Alors, on a une question. Oui, bonjour. Éric Bovin, donc directeur du réseau Onco-Occitanie, et j'ai aussi une casquette sur notre fédération nationale. Moi, j'avais 2-3 remarques, et puis je vais essayer d'être rapide, hein, et une question pour un peu collective. La première remarque, c'est rebondir sur la question. Souvent, ce qu'on entend, ces réformes sont imposées d'en haut. Bon, vous l'avez tous très bien dit, très souvent ça part d'une initiative de terrain, les CPTS sont partis du terrain, les maisons de santé sont partis du terrain, les réseaux de santé au départ sont partis du terrain, et ensuite à un moment ça a été cadré et puis c'est redescendu, et là ça a été vécu comme par certains comme étant imposé, donc on entend ah là là ces trucs qui arrivent d'en haut, mais non, faut pas oublier quand même que souvent c'est parti du terrain, même si après ça a fait pas mal de chemin. J'ai une autre remarque sur le millefeuille. On entend souvent parler du millefeuille. Il faut quand même dire et reconnaître que les DAC sont effectivement la résultat je ne vais pas dire d'un choc de simplification, mais d'une sacrée simplification quand même. Il y avait des centaines de réseaux de santé, de Maya et d'autres dispositifs qui aujourd'hui s'organisent en un seul dispositif d'appui à la coordination.
Les CPTS, on part de 0 au départ, on est à combien, 1000 et quelques aujourd'hui. Donc ça, c'était ma troisième remarque, qu'il faut vraiment qu'on partage. C'est la patience, la patience et l'indulgence. C'est-à-dire que la patience, c'est pas parce que les DAC, il y en a partout en France aujourd'hui, qui sont opérationnels partout, et même dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne sera pas le cas, parce que vous l'avez tous dit, pour que ça soit parfait et opérationnel, il faut une équipe de coordination, il faut une équipe de pilotage, il faut des acteurs qui s'accordent sur le terrain, il faut des tutelles qui poussent, etc. Et c'est rare qu'on arrive à avoir tout ça en même temps, très vite et tout de suite. Donc souvent, patience, et ne pas commencer à vouloir, comme on le fait souvent, jeter le bébé avant même que l'objet soit mature. Donc allons regarder ce qui marche bien à droite à gauche pour être sûr. Il y a des CPTS super, il y a des DAC géniaux, mais on entend trop facilement des gens dire « Ah, moi, mon DAC est nul » ou des tutelles dire « Ah, je ne comprends pas telle ou telle chose ». Non, il y a des endroits où ça marche. Il faut essayer de comprendre et faire en sorte que ça marche de cette manière-là. Donc l'indulgence, elle est très importante aussi. Il faut qu'on soit entre nous, différents types de structures, qu'on puisse se regarder avec cette indulgence, de se dire, tiens, moi j'ai des difficultés chez moi, lui il a peut-être des difficultés chez lui, et voyons comment on peut arriver à travailler ensemble. J'en arrive à ma question un peu collective, à vous qui êtes toutes avec des casquettes fédérales, régionales ou nationales. C'est comment on fait ensemble pour arriver à porter ce message-là au sein de nos structures, puisque moi j'entends très souvent certains, c'est pas la peine de les citer, mais on en parlait avec Marion lors de l'AG récente de la Fax, on a dans nos équipes, moi j'ai des réseaux de cancérologie qui disent « Ah oui, mais les DAC, moi, ça sert à rien, je sais pas ce que c'est, etc. Ah, les CPTS, je sais pas comment on travaille ensemble. » Et donc comment on fait, nous, dans nos fédérations, justement, pour amener au sein de nos j'allais dire nos licenciés, nos administrés, non ça marche pas, nos membres, tout simplement, voilà, merci. Comment on arrive à faire en sorte de porter de manière positive ce message qui va nous permettre de développer ces DAC, ces CPTS, ces maisons et pôles de santé, etc. Et on sait qu'il va falloir des années et des années. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Alors, comment faire pour porter ce message, Nicolas ? Oui, merci de nous faire redire en fait ce que Marion a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est vraiment très important. C'est que on va se mettre à l'écriture. Toutes les organisations sont assez récentes, et ça, je reprends vos termes. Il faut laisser le temps au temps. Mais il y a nos tutelles qui ont aussi des pressions et ils ont envie de résultats tout le temps. Mais c'est comme ça. Donc, en tout cas, nous avons le temps de bien prendre en charge nos patients, d'écrire ensemble au niveau national des propositions que l'on va faire descendre au niveau ensuite régional, et puis de travailler effectivement. On va créer en fait des groupes de travail parce que je pense qu'on travaille différemment de temps en temps en PACA, en Occitanie ou dans le Grand Nord. Pardon. J'étais sur l'île tout à l'heure, c'était... Pardon Marion. Une conjugaison entre le Grand Est. Voilà, et le Grand Est. Le Grand Nord. Et donc d'avoir ces groupes de travail qui vont pouvoir être ensuite répliqués, régionalisés et travailler ensemble, ça c'est vraiment extrêmement important. Et puis, bon, après le temps fait les choses, c'est-à-dire qu'au début on a l'impression que les DAC c'est vraiment très récent, qu'ils font peut-être pas autant que faisait la Maya. Mais effectivement, ça se met en place. Donc, on a quand même assez bon espoir. Mais il faut cette impulsion, effectivement, et nos fédés nationales vont y travailler ardemment. Alors, on a une question ici. Ouais, c'est plus une remarque qu'une question, mais jusque-là, tout allait bien, mais j'irai pas plus loin. Ouais. Moi, je voudrais reprendre une chose qui a été dite, qui me paraît absolument fondamentale. Je parle en tant que directeur DAC, c'est la différence qu'il y a entre les différents types de coordination. C'est-à-dire que si la coordination est un concept général, la déclinaison de la coordination et les sujets de coordination sont très différents d'une organisation à une autre. On peut coordonner des professionnels, on peut coordonner un parcours, on peut coordonner un ensemble de personnes. C'est pas tout à fait le même travail, même s'il y a une base conceptuelle identique. Et oui, c'est important d'avoir une formation peut-être commune ou d'avoir des points communs, mais c'est important aussi de bien travailler sur les différences et sur les spécificités des différentes formes. Et puis, j'ai une deuxième remarque, c'est il paraît que les DAC sont devenus des observatoires, ou vont renforcer leur vision d'observatoire, et moi je voudrais faire une observation.
c'est que si effectivement on a longtemps dit qu'on était très bien soigné en France, moi je pense qu'aujourd'hui, si on rentre dans le système, on est bien soigné, mais que beaucoup de gens ne rentrent plus dans ce système et qu'on ne peut plus dire que le système de santé répond totalement à ce pourquoi il existe. Et ça, c'est une responsabilité partagée, mais c'est aussi une responsabilité à modifier et à travailler là-dessus. Voilà. Donc je veux reprendre ce que vous avez dit, monsieur. Merci pour cette remarque. Il y a, voilà, monsieur lève la main au premier rang là. Merci. Oui, rebonjour. Du coup, c'est vrai que par rapport à la question de se fédérer pour mieux coopérer, quel enjeu ? Je pense que votre vision d'ARS a été assez juste au final. C'est qu'en fait, il faudrait qu'on arrive à sortir du champ de la santé pure. Ce qui aujourd'hui rend complexe les situations qui nous sont orientées, que ce soit dans les DAC que vous avez avec les HAD quand vous nous orientez les situations, que les CPTS ont, que les maisons de santé ont en général, c'est pas la problématique santé qui pose problème. C'est vraiment l'intersectorialité. C'est la problématique du lien entre le social et la santé, entre la justice, le volet judiciaire éventuellement pour certains, et la santé. C'est l'hébergement, l'habitat avec la santé. Et donc c'est bien une logique santé publique qui revient, à savoir l'intersectorialité. Comment est-ce qu'on arrive à voir la santé comme simplement un prisme d'une politique beaucoup plus générale ? Aujourd'hui, quand on parle de problématiques démographie médicale, d'installation, on parle d'aménagement du territoire, on parle d'avoir accès à des écoles, à des cinémas pour les jeunes professionnels qui veulent s'installer, à des activités de loisirs, à des façons de travailler, à des axes routiers, à des transports, des choses comme ça. Donc, on est plutôt dans cette logique-là. Et aujourd'hui, ce que moi je ressens dans nos discours, c'est qu'on est plutôt sur un travail de communauté au final. Arrêtons de se taper les uns sur les autres. Pourquoi pas imaginer aujourd'hui, on parle de coordination, Marc l'a dit tout à l'heure, mais on fait tous de la coordination, quel que soit notre niveau, que ce soit au niveau de proximité, d'équipe de soins primaires, au niveau micro, au niveau macro, et qu'importe le niveau qu'on lui prend. Et on est plutôt sur le volet de complémentarité plutôt que concurrence. Et aujourd'hui, j'entends encore trop souvent des porteurs de dispositifs, que ce soit des HAD, des CPTS, des travailleurs sociaux des départements, des URPS, etc., qui disent « Ah, je comprends pas, la CPTS, ça marche pas, je sais pas à quoi ça sert, ils sont pas encore matures. » J'entends des fois pareil en disant « Moi, je suis réseau, onco, le DAC, finalement, il m'apporte rien parce que c'est pas mon boulot et moi, ça fonctionnait bien avant. » Mais en fait, on a bien une communauté, finalement. Et on travaille bien dans le même esprit de se dire on travaille pour la coordination. Et contrairement à ce que vous dites tout à l'heure, et finalement on est assez d'accord au final de discussion, on est tous des militants. Quelles que soient nos fonctions et nos métiers, on est tous des militants du système de santé et on veut que c'est un système qui réponde aux besoins par rapport à l'adaptation de l'offre. Donc ça aujourd'hui, je pense que ce serait important qu'on arrive aussi, quand on parle de se fédérer pour coopérer, c'est de dire finalement on est un collectif, on est une communauté des acteurs de la coordination. Quels que soient nos métiers d'origine et nos spécificités d'origine. On travaille dans le même but, rendre un système adaptable, adapté aux besoins de la population. Et donc de répondre avec des ressources qui sont également adaptées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, du coup, c'est travailler sur des postures communes. Au final, si on a cet esprit de communauté et qu'on travaille tous ensemble, pourquoi pas imaginer demain que nos postures fédérales soient aussi dans le même sens, de faire comprendre aussi à nos financeurs qu'il y a une organisation aujourd'hui centralisée, de dire qu'aujourd'hui on travaille sur l'intersectorialité et que finalement on a tous les mêmes objectifs et les mêmes besoins. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très juste, travailler sur des postures communes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'effet de meute, j'aime pas trop ce terme, je préférais l'esprit de communauté, en disant que on est fédéré, on est en communauté, on a tous la même vision, on a tous les mêmes objectifs. Ça peut avoir du sens pour l'ensemble des adhérents et l'ensemble des territoires. Et le troisième point, c'est d'avoir aussi les moyens de nos ambitions. On a tous vu les différents PRS sortir ou en cours de consolidation, de validation. On parle de coordination. Si j'avais mis 10 000 € à chaque fois que je vois un mot coordination dans les PRS, on n'aurait pas les budgets qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble des DAC, des DSR, des DER, des CPTS. Aujourd'hui, on met 0,5%, peut-être 1% dans certaines régions qui sont peut-être plus généreuses sur l'action de coordination. Alors qu'on sait très bien que c'est un des actes majeurs. En ça aussi, à mon avis, la position multifédérale peut avoir du sens aussi par rapport à ça. Donc, jouons collectif. Et ça, c'est aussi l'esprit du rugby. Et une réponse de Jean-Christophe Calme et de Michel Lutèche, l'un après l'autre, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Jean-Christophe, allez-y. Merci.
Merci d'avoir abordé ces sujets parce que c'est très intéressant. C'est vrai qu'intersectorialité, on se dit voilà, mais qu'est-ce que c'est encore que ce mot, ça sort d'où, etc. En fait, l'intersectorialité, c'est dur à dire en plus, ça témoigne juste de la transversalité de la santé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la prévention. Et alors typiquement, la prévention, c'est le sujet le plus intersectoriel qui puisse exister. Et ce sujet-là, alors si je dis ça, c'est parce que je pense, dans un département agricole, vous avez les intoxications aux pesticides, vous avez les risques industriels, vous avez les risques médico-sociaux divers et variés. Ce sont des sujets qui commencent à être abordés dans les sujets de prévention des CPTS. Ce qui prouve bien, enfin ce qui témoigne bien de l'implication des CPTS dans cette idée d'intersectorialité, même si pour le moment, et je dois vous le dire, on fait de l'intersectorialité sans le savoir dans les CPTS. C'est-à-dire quand on prend certains projets de prise en charge, par exemple des violences intrafamiliales, on est en plein dans l'intersectorialité. Police, justice, prévention, suivi social, etc., etc. Donc on voit bien que l'intersectorialité, elle est bien là. Elle est dans les projets de CPTS. Ça veut dire aussi, et vous avez raison de le souligner, qu'il faut des moyens. Alors d'abord, il faut que les élus des territoires se rendent compte aussi de ce que font les soignants sur le territoire et de l'aide dont ils ont besoin pour mettre en place cette intersectorialité. Parce que c'est très important. On est des soignants de proximité, enfin en tout cas moi j'en suis un, et je pense qu'on l'est tous. Et pour mieux soigner, on a besoin des élus. Je crois que cette synergie dont on parle, les contrats locaux de santé, le contrat local de santé, c'est ça finalement. Hein. Mais c'est pas encore assez bien perçu par les élus. Et on a trop souvent encore dans les territoires des élus qui attendent d'être face au mur pour dire bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Venez nous aider. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et les moyens, c'est un sujet important aussi en termes financiers. Dans la CPTS à laquelle j'appartiens, qui est celle du bassin de Thau, j'ai calculé que le budget que nous avions pour fonctionner correspondait à 3 boîtes de Doliprane par habitant. Voilà. Est-ce qu'on peut fonctionner correctement avec 3 boîtes de Doliprane, surtout quand on évoque le sujet de la gestion, de l'administration, de la motivation, de l'aller vers nécessaire, etc., etc. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, alors en même temps c'est très utile, c'est informer les élus, aller les voir, négocier des contrats locaux de santé avec eux, négocier des appels d'offres aussi. Il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont repris par ma CPTS, qui permettent d'amener de l'eau au moulin et en même temps d'intervenir dans les écoles pour parler de l'obésité, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans le bricolage. Et ça, c'est quand même dommage. Moi, je souhaite qu'un jour, dans ce pays, on se décide enfin d'investir sur les soins primaires. Alors, j'aime bien donner ce chiffre parce qu'il témoigne quand même de quelque chose. Je n'ai absolument rien contre l'hôpital, qui est une structure absolument essentielle. Mais en France, on investit aujourd'hui 28% du budget de la santé sur les soins primaires et 33% sur l'hôpital. Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est exactement l'inverse. Et donc, ces 4 points d'écart, ça représente, bon an, mal an, 20 milliards d'euros par an en moins sur les soins primaires chaque année. Ben, croyez-moi que si nous avions ces 20 milliards d'euros par an, on changerait les choses plus facilement dans cet état. Oui, merci Sophie de donner la parole. Moi, votre programme, il me va bien. Hein. Je vote pour. Je suis un peu dans le réel quand même. Hein. Je suis un peu dans le réel. Alors, les fédérations qui s'entendent bien au plan national et les tensions qui sont au local, les gens qui comprennent pas. Moi, j'étais hier au téléphone avec un de mes potes ophtalmo. Il m'a dit CPTS, c'est quoi CPTS? Voilà. Alors qu'on parlait de consultation d'ophtalmologie. Donc, c'est-à-dire que quand même, il y a un temps, il faut du temps long, c'est un effet générationnel. Il faut y associer, comme l'a dit Jean-Christophe, les élus, parce que les élus, chacun en pense quelque chose. Mais l'idée, c'est pas d'en penser, c'est de voir un peu ce qui se passe et de se démerder pour essayer de résoudre au local et bien sûr à la structure supérieure et ainsi de suite, etc. La transformation du système de santé, ça passera pas par l'hôpital, ça passera par les soins primaires. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'hôpital se réinvente en permanence. L'hôpital de maintenant, c'est pas celui d'il y a 30 ans. Il est exceptionnel, voilà, il a une capacité de résilience majeure. Mais c'est quand le terrain, le soin primaire sera lisible, compréhensible, que finalement on aura la capacité du changement. Donc moi, je suis d'accord avec vous, mais je dis aussi que la réalité, c'est de ne pas avoir peur de... Alors, la castagne...
Mario, la castagne, c'est on essaie de s'embrasser à la fin. L'idée, c'est pas de fabriquer de la haine. L'idée, c'est de fabriquer un consensus. Et c'est vrai que le béni oui-oui, dans le réel, j'y crois pas trop parce qu'on est dans des ignorances les uns des autres. On ne sait pas ce que fait l'assistance sociale, etc., etc. Donc l'idée de travailler avec eux, l'idée de bosser avec eux, ça fait dépasser les frontières et changer la compréhension de la problématique. Oui. Sylvie. Je peux vous appeler Sylvie? Mais oui, on s'appelait Sophie et Sylvie l'année dernière, donc il n'y a pas de souci. Donc Sylvie, de nouveau, bonjour à tous. Je réagis quand même, parce que ce que je lis du moins, finalement, c'est de se dire, la coopération, si on ne la travaille pas avant, se fédérer ne permettra pas la coopération. Moi, j'étais ancienne professionnelle libérale, de soins, ou non libérale. On va pas, c'est le début de la coordination, c'est le début de la coopération. Si on n'a pas envie de travailler avec son voisin, si on n'a pas des habitudes de coordination, de proximité bien étayées, on n'y arrivera pas. J'ai migré en Bretagne, on dit là-bas qu'on n'envoie pas un chien à la chasse à coups de bâton. Dans le sud, on dit un peu différemment, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'envie, et pour moi, la fédération, elle sert à ça. Elle sert à donner envie de travailler ensemble en intersectoriel. Je rejoins à ce que je disais ce matin, parce qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui. Je me sors de la dichotomie ville-hôpital. On ne pourra pas faire de la santé si on ne travaille pas autrement. Et autrement, c'est effectivement travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est se connaître, se reconnaître et avoir envie de le faire parce qu'on a identifié des objectifs communs et parce qu'on a un réel objectif, on a un réel quelque chose à partager. Vous parlez de rugby, ça s'appelle les valeurs, ça s'appelle du sens. Et si on n'a pas cette valeur, si on n'a pas ce sens-là, on n'y arrivera pas. Donc voilà, je pense que je vis au pays des bisounours, ceux qui me connaissent le savent, mais néanmoins on y arrive. Et pour moi, la fédération, c'est passer par l'harmonisation des pratiques, c'est pas caler un modèle, c'est pas calquer des pratiques, c'est les modéliser, c'est-à-dire à un moment donné identifier les leviers qui vont marcher pour les transposer, parce qu'on ne peut pas faire exactement la même chose d'un territoire à un autre. Monsieur Calme, Docteur Calme, vous parliez effectivement du Mirail, donc en ville, et de la banlieue gersoise, on n'est clairement pas dans les mêmes dimensions. Et où qu'on soit, et on le voit bien à l'échelle aussi des régions, dans les dynamismes de région, on ne peut pas transposer effectivement les mêmes modèles. Donc pour moi, effectivement, la fédération, c'est avant tout des gens qui ont envie de travailler ensemble et qui vont favoriser cette interconnaissance, la transformer pour modéliser quelque chose qui peut fonctionner. Voilà, donc. Est-ce qu'on peut passer le micro derrière? Voilà. Bonjour, je suis Céline Adam-Bartolotti, je suis infirmière de formation et à ce jour, je suis coordinatrice du projet d'une CPTS sur Marseille. Et je suis très intéressée depuis ce matin par tout ce que vous échangez, donc merci beaucoup. Et donc, je me posais la question, suite à vos différents échanges, sur le temps long. Parce que pour construire tout ça, il faut du temps long, mais il y a un turnover aussi au niveau des élus. Et comment inscrire une politique de changement, d'accompagner les professionnels sur les changements de paradigme en fonction de tout ce qui bouge, et que même si on doit faire avec l'instabilité, et garder le cap pour les professionnels qui, à ce jour, ne sont pas encore embarqués, mais le seront jamais si ça bouge et qu'ils n'ont pas un repère. En fait, comment inscrire dans la durée avec la temporalité inéluctable? Et vous avez 4 heures. C'est de la politique, dit Monsieur Calme. Michel, Nicolas, allez-y, je vous en prie. Oui, on produit, on écrit. Alors effectivement, on a besoin de se connaître à la base, et c'est le rapport humain, l'entretien qui va permettre d'amener à la fois les adhérents, les membres, à connaître des mécanismes. Et puis, effectivement, nos structures ont besoin en interne d'écrire, de mettre en place des process qui vont être pérennes, quels que soient les bureaux, quels que soient les hommes et les femmes qui vont y passer, pour qu'en fait, le temps va s'imprégner autour de ces nouveaux process, quelles que soient les nouvelles personnalités qui vont incarner en fait ces fédérations. Et ça, il faut du temps, effectivement. Mais c'est un petit peu comme tout. Une fois qu'on a commencé à mettre en place des choses et qu'on a des écrits et bien sûr qu'on les fait évoluer, on peut se référer à tout moment à ces je vais dire même ces habitudes qui se mettent, ces nouvelles habitudes qui se mettent en place et qui vont se modeler. Mais effectivement, vous le faites remarquer, c'est pas toujours facile, et de temps en temps, ça peut aussi s'arrêter, puisque je pense que dans cette salle, il y a énormément de personnes passionnées, comme vous l'êtes. La passion, ça reste vissé,
Mais effectivement, dans nos professions, c'est pas pléthore. Et de temps en temps, il peut y avoir des générations sur des territoires où on trouve plus assez de gens passionnés pour incarner, pour faire du bénévolat et des choses comme ça, ces structures. Et de temps en temps, ça peut se reposer quelque temps avant de repartir. Mais au moins, il y aura eu quelques années avec des process qui ont été écrits. Et puis, je crois aussi, mutualiser. On est sur un temps actuellement où on vient départementaliser les choses, on vient régionaliser les choses, ce qui fait que on a une sorte d'imprégnation, partage d'huile qui va, on va dire, faire infuser le territoire à côté, les personnes qui vont pouvoir se dire oui tiens, juste à côté, ils font comme ça donne envie et puis de remonter. Donc effectivement, ça prend du temps, beaucoup d'énergie, mais en tout cas, si on est autour de cette table, c'est qu'on y croit et qu'on va mettre notre pierre à l'édifice. Michel ? Ah, Marion, oui. Michel. Oui, quand on travaille quelque part et qu'on fait du mieux qu'on peut, si on ne se pose pas les questions de l'effet que ça fait sur l'autre, on se retrouve avec des phénomènes de violence, parce qu'on se retrouve avec des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, on voit ce qui se passe dans les urgences, etc. L'idée que sans les usagers, on ne pourra pas transformer les choses, parce qu'il faut qu'on soit capable comment dirais-je, de faire, de montrer jusqu'où on peut aller. C'est un processus de loyauté et d'information. Si vous installez une lampe, malgré, si vous installez une lampe l'été dehors, que vous l'allumez, il y a plein d'insectes qui vont arriver. Si vous mettez médecin ou maison de santé et que vous allumez, il y a des gens qui vont venir. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qu'on pouvait faire, pas faire, et jusqu'au bout ? Donc, la première des choses, c'est de permettre à l'autre de comprendre ce qu'on fait et la limite de notre action. Et ça permettra à l'autre de construire une relation équilibrée. Ça, c'est un problème de lutte contre l'ignorance que nous générons par notre expertise. Voilà. C'est le travail que l'on fait dans certains groupes de travail pour bien faire comprendre aux élus quand on est dans une CPTS, aux citoyens quand on est dans une CPTS et aux patients quand on est dans une MSP et aux patients quand on est dans un DAC, parce que les patients appellent le DAC, de comment on fait pour répondre à la question et dire ce qu'on fait. Ça, c'est il faut se retrousser les manches là aussi. Marion ? Comment pérenniser quand il y a du turnover ? Les FED, c'est une équipe. C'est vraiment une équipe et c'est pas incarné par une personne. C'est un collectif avec chacun des chefferies de projet et c'est toute une structuration et une organisation pour qu'il y ait plusieurs personnes qui suivent un sujet, un dossier, une complémentarité et que ça puisse perdurer quand la personne évolue dans sa carrière professionnelle et part vers d'autres horizons. Laetitia, un mot. Oui, moi je dirais que les problèmes que vous remontez, c'est sociétal. Je suis directrice d'établissement, c'est exactement ce qui se passe dans mon établissement. Je veux construire des projets, j'ai un énorme turnover, pas de stabilité, on n'a pas de temps, on n'a pas le temps de mettre en œuvre nos projets. Voilà, la qualité, ça prend du temps. Construire des projets, ça prend du temps. Maintenant, la société, il faut que ça aille plus vite et plus loin. Donc c'est sociétal. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai écrit, les écrits restent. Maintenant, il faut s'en imprégner, il faut construire, je pense, des dispositifs pas propres aux personnes, parce que quand la personne s'en va, tout s'effondre. Et je suis pas persuadée qu'on ait la solution, mais des solutions, et construire avec un système de santé ou même des organisations toujours en mouvance. Et toujours avec du changement, ça fatigue énormément quand on est en haut de ces projets, mais c'est la réalité. Alors, il y a encore une question, oui ? Oui, Joëlle Fabien, je suis déléguée santé à la PAS de La Réunion. Et en fin de compte, ce qui m'interpelle, je ne sais pas si vous aurez des solutions pour ça, c'est les critères de réussite de tous ces dispositifs. L'idée, c'est de trouver une solution, en fait, pour les parcours... Approchez bien le micro. L'idée, c'est de trouver une solution pour les parcours complexes.
Et par exemple, ce matin, on parlait de bed blockers. Un critère de réussite pour nous, ce serait qu'il y en ait moins et que les lits soient de nouveau libres. Et en fin de compte, qu'en est-il du souhait du patient? Qu'en est-il de la pérennité de la solution? Nos critères ne sont pas ceux des patients. Souvent, il y a une distorsion et c'est un genre d'ethnocentrisme. Enfin, le mot est un peu fort, que nos critères à nous ne sont pas toujours ceux des patients et en plus, très peu souvent, ceux des patients en situation de handicap. Donc, qu'en est-il du souhait du patient qu'on devrait mettre au centre? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment on est passé d'une utopie du début des DAC, qui était que le DAC est une porte d'entrée unique et gratuite pour les parcours complexes, à ce matin, c'est la dernière porte ouverte. Je tombe des nues et je suis super déçue, en fait. Voilà, allez, qui veut apporter un élément de réponse, Jean-Christophe? Je vais essayer de vous donner une réponse. D'abord, bonjour à La Réunion, où j'ai travaillé pendant 2 ans, j'en ai un excellent souvenir. Ça me fait plaisir de vous avoir ici. Je pense que les critères de réussite, en fait, sont aussi fonction des territoires, parce qu'évidemment, les critères ne seront pas les mêmes en fonction des territoires. Chez nous, par exemple, on a retenu un critère qui vaut ce qu'il vaut, qui est celui du taux de réhospitalisation. On sait que beaucoup de patients âgés sont réhospitalisés dans les 3 jours. On sait que pas mal de patients sortant de chirurgie sont réhospitalisés aussi. Et très souvent, c'est parce qu'il y a une mauvaise coordination, surtout sur les cas complexes, donc surtout sur les cas DAC. Et vérifier que cet indicateur-là baisse régulièrement, pour nous, c'est un excellent indicateur de suivi de l'efficacité des prises en charge. Voilà, c'est un exemple. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je crois que chaque territoire doit trouver ses propres indicateurs, à mon sens. Oui, je vais compléter un petit peu. Alors, concernant les CPTS, effectivement, tout parcours de soins est associé à des indicateurs. Et le financement d'une CPTS est assez simple. Il y a un volet fixe, 50%, et un volet variable, 50%, en fonction de la réussite des indicateurs. Et donc, par parcours, nous avons à chaque CPTS d'émettre, en fait, en collaboration avec les services de la CEPAM, des indicateurs pour se dire, OK, si on est sur le parcours insuffisance cardiaque, quels sont les critères? Alors, il y a des critères thérapeutiques, des critères de non-réhospitalisation, de sortie d'hospitalisation plus courte. On vient édicter, nous, on a mis par exemple 9 critères sur ce parcours d'insuffisance cardiaque. On en a en psychiatrie, en pédiatrie, ainsi de suite. Ça va nous permettre, bien sûr, d'avoir des financements adaptés en fonction de nos réussites ou pas, mais surtout, nous, on est professionnels de santé avant tout, de se dire, est-ce que finalement on fait bouger les choses? Est-ce que nos lignes, si on s'est engagé dans ces projets, est-ce qu'on fait mieux ou pas avant la mise en place de ces projets? Parce qu'on a mis un IPA, on l'a salarié sur 1 an, on a écrit, on a mis une énergie pas possible. Bon, c'est bien, on aura de l'argent à la fin de l'année si on a réussi, mais c'est surtout, est-ce qu'on a fait bouger nos lignes? Et tous ces indicateurs, je crois que nous, on en a 72 d'indicateurs sur ce qu'on produit en fait annuellement. On peut en mettre autant, mais c'était évident que sans ça, on naviguerait à vue, et honnêtement, ça ne serait pas du tout satisfaisant de se dire que, oui, on va faire des choses, est-ce que c'est bien ou pas? C'est compliqué. Donc, effectivement, c'est un poids à la fois très important de mettre en place ces indicateurs, une pression, mais aussi une satisfaction de professionnels de santé. Jean-Christophe. Oui, sur les indicateurs, un petit mot, parce que c'est hyper intéressant. C'est un sujet qui est très urticant pour les professionnels de santé. Et beaucoup nous disent, oh là là, mais attends, on rentre dans une CPTS, on a des indicateurs, c'est insupportable. Les indicateurs sont pédagogiques, en fait. Enfin, moi, je les vois comme ça. Alors après, il y a une négociation régulière avec les CEPAM. Mais vraiment, pour moi, les indicateurs, c'est pédagogique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'indicateurs, comme le disait Nicolas, on ne sait pas ce qu'on fait. On n'est pas visible. Et si on n'est pas visible, il n'y a aucune raison à ce qu'on soit financé pour faire ce qu'on fait. Donc les indicateurs, effectivement, ils sont absolument nécessaires. Mais ça, c'est une culture qu'on doit s'approprier, parce que le libéral que je suis, il a horreur d'avoir des indicateurs sur la tête. Et tous mes confrères sont comme ça. Donc évidemment, c'est un sujet aussi de méfiance par rapport au CPTS qu'il faut absolument déminer. Ça fait partie de la pédagogie nécessaire. Pour répondre à votre question, je peux prendre l'engagement que, bien entendu, tout le monde a à cœur de respecter le projet de vie de la personne. Ça a fait l'objet d'une table ronde l'année dernière et c'est dans l'ADN. Et peut-être que c'est tellement dans l'ADN qu'on ne l'a pas partagé. Après, la pluralité des indicateurs, c'est pas un indicateur qui fait foi. Et c'est bien l'ambition. On a travaillé pour plusieurs d'entre vous sur le service rendu par les DAC cette année et on s'est bien rendu compte de la complexité de trouver un indicateur qui fasse sens.
Donc déjà, c'est une batterie et une pluralité d'indicateurs pour essayer de cerner. Et quelque part, est-ce que l'indicateur trace l'activité du DAC ou l'activité du parcours? Et dans ce cas-là, quid de la co-responsabilité? Et comment on n'impacte pas le DAC de la déficience d'un partenaire, d'une absence de ressources sur un territoire? Donc on est bien conscient de ces enjeux. Ça a fait l'objet d'un travail au national qui sera décliné en régional pour que ça fasse sens en fonction des partenaires, de l'historique, etc. Et ensuite, pour revenir à votre question sur la dernière porte ouverte, je préférerais rester sur la monture du guichet unique. Alors tout le monde a fait des guichets uniques, mais l'idée c'est vraiment de se dire que c'est une porte d'entrée qui est ouverte. C'est peut-être pas la plus pertinente et l'effet subsidiarité permettra de réorienter, mais en tout cas c'est toujours une porte ouverte pour l'ensemble des professionnels et des usagers. Alors, s'il n'y a plus de questions, je scanne la salle et plus de réactions de derniers messages ici à cette tribune. On va conclure cette session. Remercier et féliciter chaleureusement l'ensemble des intervenants de cette table ronde. Bravo. Merci, mesdames, messieurs. Juste quelques informations pour vous parce que il y a une pause là, mais à partir de 16h, vous êtes en atelier. Pour les ateliers de l'auditorium 2, il est en face de celui dans lequel nous nous trouvons maintenant. Quant à l'accès aux salles 6, 7, 12 et 30, il se fait depuis le bâtiment Jean Jaurès, qui est à droite du bâtiment multimédia. Je vous souhaite une excellente après-midi, une très belle soirée à Albi. Et demain, c'est ma consoeur que vous aurez avec vous. Vous allez vous régaler, Valérie. Donc, bonne continuation, belles universités. À très bientôt à tous. Au revoir. De te retrouver et puis avec le péchu, hein. Génial. Oui, je la vois. Merci beaucoup pour cet échange. Ouais.